Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de ce Tour des Flandres complètement fou, complètement incroyable avec des attaques, des chutes, tout simplement tout pour faire une course magnifique. Et oui, donc ce Tour de Flandre, une course quand même qu'on attendait avec un duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar attendu. Après Milan-San Remo remporté par Mathieu Van Der Poel, aujourd'hui on s'attendait à avoir une énorme étape. Et ça a été le cas, avec tout d'abord une échappée qui part, qui tente de sortir et qui réussit à sortir. 8 hommes qui partent donc en échappée. Et derrière un peloton qui va essayer de gérer l'écart pour pouvoir aller gagner pour les favoris. Et à 126 km de l'arrivée, alors que le peloton a 4 minutes de retard sur les échappées, regardez qui chute, c'est Mathieu Van Der Poel qui tombe. Alors rien de grave, il revient assez rapidement dans le peloton, aidé par ses coéquipiers, même s'il aura perdu un petit peu de physique là-dedans, un petit peu d'énergie, il a quand même réussi à rentrer sans trop de problèmes. Mais attention, une petite chute, ça peut quand même vous sortir de la course, même si là, ça n'a pas été le cas. Et on passe évidemment directement au plus important de l'étape avec les premières attaques de Tadej Pogacar qui tente de distancer Mathieu Van Der Poel, qui tente de distancer Wout van Aert, et pas de Mats Pedersen et un petit peu tout le monde. Quand Pogacar sort pour la première fois, Van Der Poel n'est pas tout de suite là. C'est Wout van Aert qui réagit en premier et j'ai été un petit peu surpris de voir Van Der Poel mal placé et je pense que ça a énormément joué sur la suite de l'étape avec donc voilà Mathieu Van Der Poel qui a réagi à contre-temps, qui a réussi à revenir quand même dans la roue, qui a perdu beaucoup d'énergie. Alors à ce moment-là, quand je vois revenir dans la roue, je me dis mais il est juste monstrueux, il est beaucoup trop fort, c'est hallucinant. Et je me dis ça va être très dur pour Pogacar de le lâcher. Donc on continue avec plusieurs bots, plusieurs attaques de Pogacar. Il va réussir à distancer plusieurs fois Wout van Aert, Mats Pedersen aussi, qui va quand même réussir à s'accrocher 2 ou 3 fois avec les deux devant. Et puis voilà quand même Visma qui était qu'ils étaient trois, il y avait Wout van Aert, Tish Benoot et puis Matteo Jorgensen. Ils ont quand même pas mal collaboré pour permettre à Van Aert de revenir sur Van Der Poel et Pogacar, ce qui a plutôt bien fonctionné. Et ouais non beaucoup d'attaques. Bon on a vu Jorgensen sur la fin d'étape un petit peu juste physiquement après tout ce qu'il a pu faire. Tish Benoot pareil. On les sentait un petit peu fatigués les deux Visma, mais ils ont quand même bien aidé Wout van Aert qui je trouvais vraiment très impressionnant après les doutes qu'on pouvait avoir sur lui. Et on passe à l'attaque ultime de Tadej Pogacar, avant-dernière montée, et Tadej Pogacar attaque alors que Wout van Aert venait d'anticiper. Et oui, il savait qu'il allait se faire distancer parce que dans chaque mont, Wout van Aert se faisait distancer. Et bien là, il a décidé d'anticiper, mais ça n'a pas suffi. Pogacar qui accélère directement sur la route avant d'arriver sur les pavés et de mettre une vraie attaque. Mathieu Van Der Poel derrière lui essaye de suivre dans les premiers mètres, aller dans les 10, 20 premiers mètres, 30 premiers mètres peut-être. Il parvient à garder un contact assez léger d'1 mètre d'écart, puis derrière, explosion Mathieu Van Der Poel qui lâche complet et qui s'est tout simplement mis dans le rouge, hein, et Pogacar qui s'envole vers la ligne, vers l'arrivée. Oui, Tadej Pogacar vraiment beaucoup trop fort aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, je tourne la vidéo plus tard, hein, mais vraiment Tadej Pogacar beaucoup trop fort. Van Der Poel qui n'a pas réussi à suivre, qui se fait reprendre par Wout van Aert d'ailleurs par la suite. À ce moment-là, on se dit est-ce que Van Aert va réussir à distancer Mathieu Van Der Poel. À noter aussi que Mats Pedersen était là, aussi à noter le gros travail de Jasper Stuyven pour son leader Mats Pedersen. Et donc c'est une arrivée en solitaire pour Tadej Pogacar qui vient s'imposer, il vient gagner son deuxième Tour des Flandres et donc un 8e monument. Mathieu Van Der Poel derrière arrive avec Van Aert et Mats Pedersen, un sprint entre ces trois coureurs. Et là on se dit quand tu regardes sur le papier, le plus fort au sprint, c'est soit Pedersen, soit Van Aert. Et c'est pas trop Mathieu Van Der Poel. Après, on sait qu'on arrive en fin d'étape. Alors, Van Der Poel, je dis qu'il est moins rapide parce que c'est quand même deux vrais sprinteurs, les deux autres, hein. C'est plus des sprinteurs quelque part que des punchers. Van Der Poel est beaucoup plus punchy que les deux autres. Alors, Van Aert, attention, Van Aert, c'est un coureur à part, mais depuis quelques temps, Van Aert, c'est plus orienté sprint que orienté punch. On le voit, hein, depuis 2 ans, là. C'est un petit peu moins bien qu'avant au niveau de la montagne notamment. Peut-être que ça va aller mieux cette année justement. Et donc arrivé entre ces trois coureurs, Mats Pedersen vient gagner donc le sprint et vient faire deuxième de ce Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel troisième et malheureusement Wout van Aert les gars sur la fin un petit peu juste et il finit quatrième. Alors Van Der Poel a notifié aussi, hein, je pense que c'est important de le dire, mais on a appris un petit peu après, on l'a appris à la choix. Voilà, au moment où je tourne la vidéo 1 ou 2 jours avant que je tourne cette vidéo, j'ai appris qu'en fait Mathieu Van Der Poel était sous antibio. Et oui, sous antibiotiques, il était malade en fait, Mathieu Van Der Poel. Donc est-ce que ça a pu influencer sa course? Je pense que oui, évidemment. Ça a dû le mettre un petit peu à plat sur certains points et c'est là aussi je le trouve ultra impressionnant. En plus de la chute, de ses mauvais placements, c'était un petit peu compliqué quand même pour lui. Maintenant, voilà, il fait quand même troisième, un podium quand même à l'arrivée, donc il s'est quand même plutôt bien débrouillé. Et on passe évidemment donc au top et flop de ce Tour des Flandres. Et on va commencer donc par les tops avec un premier top. Tadej Pogacar, voilà, Tadej Pogacar ultra fort. Franchement, ça fait un moment que je l'avais pas vu à un niveau aussi exceptionnel, hein. C'est vrai que l'année dernière, il avait impressionné, mais là,
J'ai vraiment été bluffé, quoi, parce que je me suis dit, bon, en vrai, je l'avais mis en favori, mais qu'il soit aussi fort, qu'il réussisse à décrocher Mathieu Van Der Poel, que je trouvais ultra impressionnant pendant toute la course. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment un monde d'écart. Et il arrive avec quasiment 1 minute d'avance sur les trois autres de derrière. Alors certes, il se regarde pas mal les trois autres de derrière parce il se gère. Et non, ouais, Pogacar, bah, tout simplement beaucoup trop fort et un grand bravo à lui. Maillot champion du monde sur les épaules. Il fait comme Mathieu Van Der Poel, il vient gagner donc le Tour des Flandres avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Et donc un deuxième Tour de Flandre pour lui. Ensuite, pour un deuxième top, je mettrais bien Wout van Aert. Honnêtement, Wout van Aert, il était beaucoup critiqué avant la course, beaucoup annoncé comme un outsider plus que comme un favori. Et bah, au final, c'était l'inverse, hein. Il faisait partie des favoris. Il s'est retrouvé avec Pogacar, Van Der Poel. Alors certes, on a vu dans les montées, c'était un petit peu plus compliqué. Dès que ça tapait un petit peu dans du pourcentage, on voyait que Van Aert c'était compliqué. Mais moi j'ai confiance en lui, notamment par rapport à Paris-Roubaix. Je pense qu'il peut faire un truc sur Paris-Roubaix. Gagner, je sais pas. Ça va dépendre de l'état de forme de Mathieu Van Der Poel, de Tadej Pogacar aussi, et de Mats Pedersen. Mais ouais, non, j'ai trouvé un Wout van Aert vraiment très impressionnant, qui malgré le fait qu'il ait sauté dans plusieurs montées, bah, par rapport à ce qui était annoncé, il s'est pas si mal débrouillé. Il fait quand même quatrième de l'étape en finissant avec Van Der Poel et Pedersen, donc je trouve que c'est pas si mal que ça. Et mon troisième top, les gars, c'est tout simplement Mats Pedersen. Mats Pedersen que j'ai trouvé vraiment très très fort. Alors on savait qu'il serait bon par rapport à ce qu'il a pu montrer sur Paris-Nice, notamment au niveau de la montée. Il a plutôt quand même réussi à plutôt bien tenir dans les montées, même si ça a été compliqué plusieurs fois. On l'a vu perdre quelques mètres, voire être distancé. Mais ouais, non, je trouve que ouais, tout comme Visma un petit peu, hein, Lidl Trek a su sacrifier les bons coureurs pour venir en aide à ses leaders. Et on a vu Jasper Stuyven qui s'est sacrifié pour Pedersen, qui collaboraient ensemble. On a vu surtout beaucoup Trek et Visma collaborer ensemble. Et je trouve qu'on pourrait même mettre Visma et Lidl Trek dans les tops parce que franchement, les deux équipes ont quand même plutôt bien géré la course. Notamment avec Jorgensen et Tish Benoît du côté de Wout van Aert, qui l'ont quand même bien aidé. Et ouais, non, je pense que c'était vraiment une course d'équipe pour ces deux coureurs-là. Alors que du côté de Pogacar et Van Der Poel, c'était un petit peu plus en solitaire. Alors même si Pogacar a été énormément aidé par ses coéquipiers pour préparer l'attaque, même si Van Der Poel a été énormément aidé par ses coéquipiers pour revenir dans le peloton et quand même pour rester placé un minimum correctement, même si c'était pas tip top. Voilà, je trouve que ouais, Pogacar a plus été en mode solitaire sur la fin et Van Der Poel pareil que les deux autres qui ont pu quand même se faire pas mal aider. Et on passe maintenant aux flops. Et les gars, les flops, bah vous le voyez, j'ai mis Filippo Ganna. Alors Filippo Ganna, on s'attendait quand même un peu plus de sa part. On avait vu un Milan-San Remo quand même assez impressionnant. Alors certes, on l'avait vu péter dans les montées face à Van Der Poel et Pogacar. C'était pas des montées ultra dures, mais je m'attendais quand même un plus de la part de l'Italien qui avait montré un très beau début de saison, qui avait fait un énorme Tirreno Adriatico, qui a quand même fini deuxième de Milan-San Remo. Moi, je m'attendais à le voir au moins dans un top 5. Ça n'a pas été le cas du tout. Top 5, il a peut-être un peu, peut-être top 7, top 8. Mais il finit derrière Stefan Kung, alors que Stefan Kung, on sait que c'est pas forcément un coureur vraiment ultra fort hein, dans ce genre d'étape. Dès que ça monte un petit peu, Stefan Kung, c'est un peu plus compliqué. Stefan Kung, par exemple, je l'attendrais beaucoup plus au Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Mais ouais, non, j'ai trouvé un Philippe Ganna un petit peu dans le dur. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner sur Paris-Roubaix de son côté. Hein, il fait partie des favoris, enfin des outsiders, parce que le favori c'est Van Der Poel. Mais ouais, non, je trouve que Philippe Ganna a quand même montré quelques faiblesses sur ce Tour des Flandres. Et puis bon, peut-être que ce sera mieux sur le plat, sur Paris-Roubaix. Non, hâte de voir Paris-Roubaix, mais ouais, non, pas une course tip top de la part du coureur de la Ineos Grenadier. Alors, je vais mettre un autre flop, mais attention, à prendre avec des pincettes parce que flop, c'est un petit peu dur quand même pour lui. Je parle évidemment de Mathieu Van Der Poel qui a fini troisième de l'étape. Alors vous allez me dire flop, t'abuses un peu quand même. Flop, Van Der Poel troisième, c'est pas si mal. Bah écoutez, par rapport à ce que j'attendais de lui, je m'attendais à le voir un peu plus haut quand même. Je m'attendais à le voir au vu de ce que j'avais vu sur Milan-San Remo. Je me suis dit bon bah il va suivre Pogacar assez facilement quand même. Il va pas quand même exploser complet. Et même au moment où Pogacar attaque et qu'il perd quelques mètres, je me dis bon, il va perdre peut-être 10-15 secondes, il gagnera peut-être pas l'étape, mais il se fera jamais reprendre par Van Aert et Pedersen. Et se faire prendre immédiatement quoi. Et sans même parler de ça, c'est même pas par rapport à son niveau physique, son niveau énergie que je vais dire que c'est problématique. Alors il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est bien pour ça que je dis que flop, c'est à prendre avec des pincettes, parce que Van Der Poel est quand même malade. Il est tombé en plus en début d'étape. Le combiné des deux, ça fait peut-être que derrière c'était pas si fou que ça. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu gêné dans sa course, et plutôt d'un niveau stratégique, c'est plutôt un flop stratégique de sa part, c'est que son placement était très très mauvais pendant une bonne partie de la course. Hein. On le voit d'ailleurs sur les deux attaques tranchantes de Pogacar. La première où il distance vraiment pas mal de monde, où ça se regroupe, mais tu vois qu'il fait quand même bien la différence. Mais comment tu peux être aussi mal placé? Tu dois faire un effort énormissime pour revenir, alors que c'est pas censé être le cas. C'est vraiment pas censé être le cas. T'es censé être placé au moins dans la route Van Aert, voire dans la route Pogacar en fait. Parce que tu sais très bien que c'est un coureur qui peut attaquer à tout moment.
Tu l'as vu sur plein de courses. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage de la part de Mathieu Van Der Poel d'être aussi mal placé. Et puis sur l'attaque de Pogacar sur Van Aert, Van Der Poel anticipe peut-être pas assez. Alors peut-être qu'il est cuit à ce moment-là aussi, hein, c'est une possibilité. Mais il anticipe pas assez le fait que Pogacar allait attaquer. Il savait que Pogacar allait attaquer, mais il fallait peut-être anticiper un peu plus. Essayer peut-être de justement attaquer avant lui. Alors effectivement, s'il a été déjà un petit peu dans le rouge à ce moment-là, compliqué pour lui. Mais ouais, non, peut-être que Van Der Poel aurait peut-être dû jouer aussi d'une manière différente plutôt que de la jouer solitaire. Il aurait peut-être mieux fait de la jouer avec ses coéquipiers. Je me rappelle, moi, au moment où Pogacar attaque, où il distance un petit peu tout le monde, Van Der Poel décide d'y aller et de revenir sur Pogacar. Et alors là, on se dit tout ça, Van Der Poel est fort s'il revient tout seul. Sauf que, est-ce qu'il aurait peut-être pas dû, vu qu'il était malade, vu qu'il est tombé au début d'étape, est-ce qu'il aurait peut-être pas dû utiliser ses coéquipiers pour revenir, collaborer avec Van Aert? Il aurait peut-être dû faire ça plutôt que de vouloir jouer les durs. Après, voilà, je sais pas comment étaient ses jambes aussi, hein, je suis pas à sa place pour le dire. Mais ouais, un petit flop stratégique. Pas un flop au niveau de la course, mais un flop stratégique du côté de la Alpecin Phoenix. Voilà les gars, c'était le débrief donc de ce Tour de Flandre. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à mettre vos avis en commentaire, vos tops, vos flops. Ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On est plus de 70 abonnés sur la chaîne. Et road to 100 abonnés, c'est très important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour Paris-Roubaix, pour le débrief de Paris-Roubaix à date dimanche. C'était Cycling Dream. Allez, bye la team.